le Mac Culture. Anne Lépine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mac Culture, épisode 2 du voyage à Nantes, été 2025. Cette semaine, c'est Jenna Dard, chargée de projet au voyage à Nantes, qui nous dévoile la fin du parcours. Elle nous emmène place Maréchal Joffre et nous raconte l'histoire de la colonne Louis XVI et du drôle de personnage qui va faire son ascension durant l'été. Avec elle, nous allons faire la connaissance du célèbre perroquet vert-vert ainsi que découvrir la superbe façade art déco de l'immeuble des PTT et encore plein d'autres histoires qui jalonnent la ville. Bonjour Jenna Dard, merci d'être venue, de prendre le temps d'être venue en studio pour nous guider dans ce voyage estival du voyage à Nantes qui débute le 28 juin prochain pour se terminer le 31 août. Une édition un peu particulière cette année pour les équipes du voyage à Nantes avec un changement de direction en janvier dernier. Une année de transition qui, j'imagine, doit être à la fois passionnante pour les équipes mais aussi bien dense. Oui, en effet, bien sûr. Mais nous avons conçu le parcours et la programmation avec Jean Blaise avant son départ et puis poursuivi avec Sophie Lévy depuis son arrivée. Alors, depuis les 2 dernières éditions, Jean Blaise avait souhaité définir une thématique annuelle déclinée tout au long du parcours dans la ville. Après Statuaire et les arbres, le thème de l'édition 2025 est un peu plus conceptuel puisqu'il s'agit de l'étrangeté. Un sujet à la fois riche en art, mais qui interroge finalement sur notre ville. Interrogation à laquelle les 11 artistes invités nous convient à réfléchir à travers leurs œuvres. Alors, plus que de suivre la ligne verte de manière un peu systématique et de découvrir les œuvres au fur et à mesure, moi, je vous propose peut-être d'aborder l'étrangeté à travers des sous-thèmes que j'ai pu identifier. En tout cas, c'est ma lecture à moi du programme de cet été. 2 artistes interrogent notre rapport au pouvoir, notamment à travers 3 œuvres. Alors, il y a Yvan Argote avec Antipodos et Roman Weitzman avec La mauvaise troupe et Le bruit des bottes. Sujet grave, pourtant abordé par les 2 artistes, toujours avec humour et poésie. On va commencer par Antipodos, Jenna Dard. L'artiste invite le passant à un curieux renversement inattendu rue et place Maréchal Joffre. Alors, place Maréchal Foch Foch, et rue Maréchal Joffre. Voilà, alors c'est moi qui fourche. Donc en effet, le projet s'est d'abord développé avec l'idée que la rue Joffre devenait piétonne. Et pour fêter cet événement, l'idée était de concevoir un projet qui puisse se lire à un niveau de la rue, mais en même temps qui résonne avec un monument emblématique du secteur, qui est donc cette colonne qui abrite la figure de Louis XVI. Donc le projet s'est développé sous cette perspective et l'idée donc c'était d'introduire dans l'espace public 2 figures humaines mais étranges, donc ces antipodos qui sont des humains aux pieds retournés et qui évoquent depuis l'Antiquité la figure de l'habitant de l'autre bout du monde, l'étranger, celui qu'on ne connaît pas. Et donc c'est un sujet qu'Yvan Argote traite depuis longtemps dans son travail, puisque lui-même est colombien, il vit en France depuis plus de 20 ans et interroge cette position d'étrangeté, d'étranger, être étranger là où on vit. C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est un artiste étranger qui pose cette question à Nantes. Oui, et il l'a posée de manière régulière dans son travail, puisqu'en fait, il s'intéresse au monument, à ce qu'il représente et au message qu'il véhicule. Et il a notamment travaillé ces dernières années autour de représentations de généraux ou de personnages politiques qui incarnaient la domination occidentale sur le monde ou le colonialisme, en réinterrogeant la présence de ces figures dans l'espace public. Alors là, c'est différent puisque c'est autour d'un monument qui représente un personnage historique plus ancien, donc Louis XVI, mais son idée était de renverser les perspectives et de nous inviter tout simplement à regarder ce monument que la plupart des Nantais ne connaissent pas. Voilà, parce que effectivement, on parle tout le temps de la colonne. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de savoir qui est finalement cet homme en haut, en toge en plus. C'est pas forcément comme ça qu'on représente le plus souvent Louis XVI. Et peut-être aussi
revenir justement sur l'histoire de cette colonne un peu, Jenna Dard. Oui, alors d'autant plus que cette place porte le nom de la place Maréchal Foch et abrite la représentation de Louis XVI au sommet de sa colonne. Donc, ce qui a introduit aussi peut-être davantage de confusion. Mais donc, ce monument a une histoire complexe, qu'il va être difficile de résumer en peu de mots, mais on peut le synthétiser en expliquant que le projet de colonne apparaît en 1788 avec à son sommet l'idée d'y représenter une figure de Louis XVI, mais la Révolution passe par là. Et évidemment, le projet est complètement revu. Il est revu à plusieurs reprises. On sait qu'en 1808, un aigle impérial aurait été installé de manière éphémère au sommet de la colonne lors du passage de Napoléon à Nantes, mais on n'en a pas de preuves formelles. Et finalement, il faut attendre la période de la Restauration entre 1815 et 1830 pour que le projet de représenter Louis XVI au sommet de cette colonne arrive. Projet qui ne sera finalement lancé et inauguré qu'en 1823. Donc, entre la période où la colonne a été pensée en 1788, édifiée concrètement en 1790 et 1823, il n'y a eu aucune représentation à son sommet. Et puis, cette sculpture a été réalisée donc en 1823, puis elle a été à nouveau déposée en 1926 pour être restaurée, et une copie a été exécutée par un sculpteur nantais qui s'appelait Georges Perrault. Et depuis, la colonne a été restaurée en 1998 et en 2018. Mais tout au long du XIXe siècle, il y a eu des périodes d'interrogation sur le fait de représenter Louis XVI au sommet de cette colonne. Et des requêtes avaient été déposées auprès du conseil municipal, notamment par le député Ange Guépin. Et pour diverses raisons, ces requêtes n'avaient pas été acceptées. Et donc la figure de Louis XVI est restée au sommet de cette colonne. Mais c'est une représentation très rare dans l'espace public en France, pour différentes raisons, et qui s'expliquent évidemment par le contexte, puisque souvent on représentait les rois après leur mort, et la mort de Louis XVI étant intervenue après la Révolution, peu de villes souhaitaient représenter ce roi. Et puis, pendant la période de la Restauration, où là, il y a eu un regain de projets qui pourrait représenter Louis XVI dans l'espace public. Finalement, la Restauration n'a duré que 15 ans. Et finalement, peu de projets ont pu émerger. Donc, la figure de Louis XVI en France reste rare, en effet. C'est un peu sur ce jeu-là, non, de apparition, disparition, que travaille Yvan Argote, enfin l'œuvre qu'il propose cette année. Exactement. Donc, en fait, il propose ce geste éphémère qui est de cacher la statue avec un jeu de miroir autour, donc pendant 2 mois, et rappelle cette période en fait de l'histoire où pendant plus de 30 ans, la colonne était vide. Et alors, rue Maréchal Joffre, qu'est-ce qu'il propose comme intervention ? Alors, donc, rue Maréchal Joffre, on retrouve un autre personnage, Antipodos. Donc, on en a un premier qui grimpe le long de cette colonne et un autre qui escalade une façade anonyme d'un bâtiment simple à l'extrémité de la rue. Et il y a un jeu de perspective quand on se situe au bout de la rue Joffre, un petit peu après l'église Saint-Clément. On a ces 2 personnages qui flottent comme ça dans l'espace, dans le ciel. Un autre artiste qui interroge un peu notre histoire avec son côté pouvoir politique, c'est Romain Weinzen. Romain Weinzen. J'arrive pas à le prononcer, mais Romain merci. Weinzen. Je vous laisse le faire. Alors lui, avec La Mauvaise Troupe. Alors La Mauvaise Troupe, c'est vraiment un clin d'œil au mouvement surréaliste et surtout à un groupe de jeunes étudiants du lycée Clémenceau, le groupe des SARS, qui a créé en 1913 une revue En route Mauvaise Troupe. Mais en fait, cette revue, elle n'a vu le jour que pour un numéro. Pourquoi et comment finalement cet artiste a-t-il souhaité rendre hommage à ce groupe de jeunes étudiants ? Alors, Romain Weinzen, dans son travail, s'intéresse
à la domination dans son ensemble et à la manière dont les citoyens peuvent être dominés, la manière d'y répondre de manière à la fois avec dérision et humour, et interroge ces notions de pouvoir. Et donc, il s'est intéressé à cette histoire du lycée Clémenceau, qui est donc une histoire vieille de plus d'un siècle, mais qui a une importance dans l'histoire de Nantes, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un groupe d'étudiants, de lycéens, très jeunes donc, mais qui, par leur acte, ont fondé quelque chose d'important, c'est-à-dire en faisant paraître cette revue en 1913, avec des écrits antimilitaristes, antipatriotiques, des dessins, des caricatures, des poèmes. Ils remettaient en cause l'ordre établi et interrogeaient la montée en puissance du sentier de la guerre qui approchait. Et cette publication avait fait grand bruit, au point que certains élèves de l'école de Saint-Cyr s'étaient insurgés, et finalement la revue a été interdite, et donc un seul numéro est paru. Et donc, parmi ce groupe de lycéens, il y a une figure importante qui est celle de Jacques Vacher. Et on retrouve Jacques Vacher dans l'histoire du surréalisme à Nantes, puisque André Breton fut marqué par sa rencontre avec lui. Et finalement, cette histoire, André Breton l'a un peu considérée comme un acte de résistance qui symbolisait la naissance du surréalisme, en tout cas l'idée qu'il a concevait. Et alors justement, cette idée, comment est-ce que Romain Weinzen, je n'y arriverai pas, lui propose de l'illustrer, de le mettre en forme et en mouvement? Alors en dérision, en symbolisant donc ces figures de lycéens un peu trublions qui escaladent donc cette enceinte du lycée, mais ils sont camouflés dans une tenue de camouflage militaire au milieu d'une végétation, donc pour se fondre, mais en lieu et place d'armes qui pourraient être attendues sur des représentations de personnages en camouflage militaire, eux tiennent des instruments de fanfare qui renvoient directement de manière espiègle au titre En route mauvaise troupe, et à cette idée de troupe et d'emmener les gens dans la joie et pas dans la guerre. Oui, parce qu'on le disait, même si le sujet est sérieux, il y a toujours beaucoup de poésie et de dérision. Parallèlement donc à son intervention au lycée Clémenceau, Romain Weinzen imagine pour les escaliers de l'Ermitage, alors là ça s'appelle le bruit des bottes. Là, rien qu'à son titre, on entend que c'est une œuvre forte et engagée. Tout à fait. Donc, son souhait était de représenter la montée en puissance de certains courants et d'une emprise qui s'accroît dans notre société, et la montée du fascisme et des idées autoritaires. Et donc, il représente un groupe de personnages qui sont symbolisés par des paires de rangers vides et qui sont menés par des chaussures de clown rouges. Donc la symbolique étant que le monde et certaines personnes sont entraînées sur le sentier de la guerre par des fous qui ne maîtrisent pas du tout l'ensemble des sujets et des tenants de la situation. Ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est peut-être de situer les escaliers de l'Ermitage, parce que autant je pense que le lycée Clémenceau, tout le monde arrive à peu près à le visualiser, mais alors les escaliers de l'Ermitage, peut-être pas. Donc on se situe vers Chantenay, donc on monte la rue qui mène au musée Jules Verne, et à notre droite, on a un ensemble d'immeubles édifiés au moment de la Seconde Guerre mondiale qui sont présentés en éventail sur la Loire et qui épousent le massif rocheux. Et entre ces grands immeubles monumentaux, qui sont immenses, se dessinent des grands escaliers qui eux-mêmes sont immenses, et ils ont des proportions étrangement monumentales dans un endroit qui est assez étrange. Donc c'est pour ça qu'on a proposé à Romain Weinzen d'investir ce site en y faisant apparaître des figures un peu fantomatiques. Autre thématique abordée par les artistes autour de l'étrangeté, c'est la nature et le monde animal. Là, je pense particulièrement au passage Sainte-Croix avec l'intervention de Éléonore Saint-Aignan, Vie de bête, mais également alors à Épilogue sylvestre de Laurent Tixador. Chez Éléonore Saint-Aignan, les animaux, ils font un peu écho à l'histoire de Nantes, mais ils nous interpellent également sur cette cohabitation entre les hommes et les animaux aujourd'hui. Tout à fait. Donc l'expo se déroule en plusieurs chapitres, avec un chapitre
consacré notamment à Giant Fish, qui est un poisson miraculeux. Cette histoire est issue d'une nouvelle de l'écrivain américain Russell Banks et raconte l'histoire d'un poisson merveilleux qui a été... dont le milieu a été totalement asséché par des gens qui voulaient profiter de sa célébrité. Et donc, on a cette relique de poisson qui est visible dans les espaces du passage en regard d'un vidéo qui montre cette créature, cette marionnette animée dans le film. Mais c'est vrai que l'un des personnage important de cette exposition, c'est Ververt, un autre animal, un perroquet, qui là est un projet qui a été créé, une commande pour le voyage à Nantes. Et Léonore Saint-Aignan s'est inspirée de l'histoire de Ververt, ce perroquet aux talents multiples d'orateur, qui illustre une nouvelle de Jean-Baptiste Gresset du milieu du XVIIIe. Et dans ce poème héroïque, Ververt déclame des vers et il est tellement célèbre et tellement fort qu'il est envoyé dans d'autres couvents. Donc il part de Nevers vers Nantes où il est attendu pour être célébré. Et lors de son voyage entre Nevers et Nantes, il est au contact de bateliers qui lui apprennent un tout autre langage beaucoup plus fleuri. Et quand il arrive à Nantes, les religieuses sont scandalisées puisqu'il ne parle plus qu'en juron. Scandale, et donc il est renvoyé prestement à Nevers, condamné à l'abstinence et au silence. Et finalement, il mourra gavé de sucreries que les religieuses repentantes lui donneront pour lui faire plaisir. Pour s'excuser aussi peut-être du traitement qu'elles lui ont infligé. Donc, autour de cette figure de Ververt, qui a été une figure amplement reprise dans la littérature, mais aussi dans les arts en général. Il y a beaucoup de représentations de Ververt en peinture, et aussi, par exemple, sur des services de la manufacture de Sèvres, sur des services à thé, sur des services de table. Donc, cette figure, Léonore Saint-Aignan s'en est emparée et a créé une marionnette à échelle humaine de Ververt, qui est incarné et est représenté et prend vie dans un film qui s'appelle Ververt ou le voyage à Nantes, donc qui est un film qui a été créé, tourné en partie au Muséum d'histoire naturelle de Nantes et à l'abbaye de Fontevraud pour les décors, pour la reprise des décors. Et dans ce film, Ververt est donc en prise avec les affres des humains qui finalement lui font passer d'un univers très couvert qui est celui du couvent à celui très prestement lâché de la vie de batelier. Autre personne qui interroge effectivement notre rapport à la nature, mais alors dans une autre dimension, c'est Laurent Tixader avec Épilogue sylvestre. Lui, il nous pose vraiment la question plutôt de l'utilisation des ressources naturelles avec un drôle d'objet, un objet cabane qui roule. C'est assez énigmatique. Oui, alors Laurent Tixader, c'est un artiste qui vit à Nantes depuis de nombreuses années et qui, dans son travail, utilise les ressources opportunistes, c'est-à-dire ce qu'il va trouver sur place. Donc il a conçu beaucoup de marches, de voyages, de performances où, dans des milieux naturels, il réalise des œuvres avec ce qu'il a sous la main. Et donc, il a notamment, ces dernières années, réalisé des... Cagnats, qui sont des maisons de bois, des cabanes en bois, qui étaient réalisées par les poilus lors de la Première Guerre mondiale en retrait du front pour se mettre à l'abri et recréer un univers un peu intime. Ils créaient des cabanes avec les matériaux qu'ils trouvaient. Et ces cagnats ont été photographiés, dessinés, et Laurent Tixader s'en est inspiré et a recréé ces dernières années avec des étudiants sous forme de performance ou de workshop des cabanes éphémères qu'il laissait ensuite abandonner. Et pour ce projet au parc de Procès, Épilogue sylvestre, il a repris la même idée, c'est-à-dire l'idée de travailler avec le matériau disponible, donc du bois qui vient de Nantes, et en réaliser une cabane, mais
juste le décor d'un tramway à l'échelle, 36 mètres de long, 3 mètres de hauteur. Et ce matériau, ce bois, on l'a trouvé en partenariat avec la direction Nature et Jardin, qui stocke des bois d'élagage. Et évidemment, malheureusement, il y a eu une tempête assez importante en fin novembre à Nantes, la tempête Kaiteno, qui a mis à terre beaucoup d'arbres. Et donc, on a choisi dans cette sélection d'arbres qui étaient tombés, des morceaux, pour réaliser cette œuvre. Ensuite, cette œuvre elle a été réalisée au mois d'avril avec un groupe d'étudiants de l'École d'architecture et des beaux-arts de Nantes pendant 3 semaines, avec l'idée d'avoir le moins d'engins mécanisés, donc le maximum d'outils à la main, avec un principe aussi de levage manuel avec des chèvres sans engin. Et sur 3 semaines, cette façade monumentale s'est construite et elle a été photographiée et sert à l'adhésivage d'un tramway mis en circulation à partir du 28 juin et qui sera en circulation pendant plusieurs années, où on a un décor de cabane réel qui est représenté sur le tramway. Donc il poursuit cette idée de la cabane qui est le lieu de refuge, le lieu du réconfort, mais sur un tramway qui circule dans la ville. Alors là, on va à Place Gralin, où alors la Prune Nourrie, on peut dire qu'elle installe une œuvre qui peut également s'apparenter à une sorte de cabane. Avec Mother Chip, l'artiste projette une partie d'un corps de femme enceinte allongé. C'était une sculpture de près de 17 mètres de long qui prend la forme de coque de bateau retournée, faisant écho au passé maritime de Nantes. Et si moi je prends l'image de la cabane, c'est parce qu'en fait le passant peut pénétrer à l'intérieur de l'œuvre. Pourriez-vous un peu nous présenter cette œuvre qui, comme ça, à la radio, n'est pas si évidente à imaginer? Oui, donc il faut imaginer comme le corps d'une femme qui émerge du sol, mais son corps est représenté par, en effet, comme un squelette, avec des arches qui dessinent les formes. Donc, qui dessinent la forme des seins, qui dessinent la forme du ventre rond d'une femme enceinte de 8 mois, et qui représente aussi ses jambes à demi repliées. Donc, en fait, cette œuvre, elle provient d'une œuvre plus ancienne, puisque Prune Nourrie, dans son travaille sur le long cours et sur des projets qui vont prendre des formes différentes au fur et à mesure des années. Au départ, cette œuvre, c'est l'image d'une femme enceinte qu'elle a plongée dans une baignoire remplie de lait, en a photographié les parties qui émergeaient et a ensuite tiré un bas-relief en plâtre des formes qui émergeaient de l'eau. Donc on a comme ça ces formes de seins, de ventre et de jambes qui sortent. Et cette œuvre, elle l'a ensuite réalisée de manière monumentale au Château Lacoste en 2023, en argile. Et elle a décidé pour Nantes d'en faire une autre version, mais cette fois comme le squelette d'un bateau, comme la coque d'un bateau, en lien avec le passé maritime de la ville, posée directement au sol, et comme si l'œuvre émergeait du sol comme un vestige de son histoire passée. Le voyage à Nantes aime surprendre donc par les propositions des artistes invités, mais aussi par les lieux cachés qu'elle met en lumière à cette occasion. Alors cette année, c'est l'artiste Flora Moscovici qui met en lumière la façade d'un ancien bâtiment des PTT, l'un des rares témoignages de l'art déco subsistant à Nantes. Comment l'artiste s'est-elle emparée de cette magnifique façade habillée de mosaïques multicolores ? Donc, c'est un bâtiment, en effet, qui date de la fin des années 30. Et il a la particularité donc, d'avoir des couleurs très diverses quand on s'en approche et quand on commence à étudier la chromie des mosaïques. Et donc, elle a réfléchi à une œuvre qui résonne avec ces couleurs présentes dans la mosaïque, mais qui se déroule le long de la ruelle qui la jouxte. Alors peut-être il faut situer la ruelle. Voilà, donc on est à l'extrémité de la rue de l'Héronnière, donc on est à l'arrière de la médiathèque. Cette rue, au bout de l'Héronnière, est comme un petit passage un peu caché. Donc là, on est dans les ruelles vraiment qui sont à l'arrière-plan des quais de la Fosse. On est vraiment dans l'histoire urbanistique du port de Nantes avec ces petites ruelles, ces petites dédales. C'est un endroit un peu caché, finalement très peu connu des Nantais, mais qui a une ambiance assez particulière. Et notre souhait, c'était de faire découvrir cette ambiance de ville
de faire découvrir cette façade qui est un témoignage art déco intéressant à Nantes, et d'inviter Flora Moscovici à sublimer le lieu et à réaliser une œuvre in situ qui dialogue tant par les teintes que par la composition géométrique qu'elle a utilisée et qui dialogue avec le site et son histoire. Merci beaucoup Jenna Dard pour cette présentation qui nous donne juste maintenant envie de déambuler dans la ville pour découvrir ce nouveau parcours qui, une fois de plus, devrait nous émerveiller et nous surprendre. Je rappelle que vous êtes chargé de projet au voyage à Nantes. Moi, je vous souhaite bon courage pour ces derniers jours de montage et puis un très bel été. Merci. Cette année encore, le voyage nous dévoile des histoires cachées ou méconnues de Nantes. Poser un autre regard sur Nantes, devenir voyageur dans notre propre ville. Une invitation inédite et gratuite. Du 28 juin au 31 août, partez à la découverte de ces propositions artistiques qui nous interrogent sur notre monde au regard de l'histoire. Belle découverte et bel été à tous. Au revoir et rendez-vous en septembre prochain.